Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 4 du podcast Les Petits Plus Zen par Séverine Feiss. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler des énoncés positifs. Alors, qu'est-ce qu'un énoncé positif ? Pourquoi j'ai choisi le mot positif et en quoi ça va nous aider dans notre parentalité ? En fait, ça va être un outil très simple pour communiquer de façon plus efficace et plus utile avec tout le monde, en tout lieu et en toutes circonstances. Je vais d'abord préciser que ce critère positif, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais plus dans la forme grammaticale, dans la formulation affirmative, ce qui va alléger tout le processus de compréhension du cerveau de l'enfant. Ça va faciliter l'accès directement aux neurones pour que la consigne soit plus claire pour lui. Alors on va déjà commencer par un petit exercice avec vous, les adultes. Je vais vous dire, surtout, ne pensez pas à un lac enneigé près de la forêt avec une belle lumière. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que vous avez réussi à ne pas y penser ? Et non, bien sûr. Finalement, le cerveau, il entend tous les mots en premier et il construit tout de suite l'image qui va avec les mots qu'il entend sans faire attention à la forme et à la conjugaison du verbe. Donc nos circuits de neurones dans le cerveau, ils ont filé tout de suite dans le sens premier du mot et ils ont priorisé les termes des noms avant d'utiliser la négation « ne pensez pas ». Donc cette négation « ne pensez pas », vous imaginez que déjà pour la compréhension de l'adulte, elle est partielle, donc avec un enfant très jeune, elle est encore plus difficile à comprendre. Pour l'enfant, qui a un cerveau qui va mûrir jusqu'à ses 20 ans, le sens du mot, l'écoute, devient beaucoup plus fragile, surtout s'il est plongé dans une activité qu'il passionne. Quand on lui parle, il va écouter d'une oreille, vite fait, mais il ne va pas forcément faire attention à tous les mots de notre phrase. Alors que nous, on aimerait bien que tous les mots de notre phrase soient compris au sens littéral et, si possible, rapidement. Je pense qu'on est presque d'accord là-dessus. C'est la même chose en classe, bien sûr. Donc si le son négatif et si son attention n'est pas dirigée, n'est pas guidée, la négation va être complètement passée à la trappe. Nous, on va essayer du coup de construire une phrase ou une consigne qui soit simple, qui soit explicite et qui soit facilement compréhensible pour l'enfant. Comme il voit le gros de la phrase, il va falloir déjà trouver le bon verbe et le bon choix des mots pour aller à l'essentiel. Ça va aider de ne pas mettre de négation, de rester complètement factuel sur le résultat qu'on attend de son geste ou de son action ou de son comportement. Donc avec des exemples, bien sûr, ça va vous parler tout de suite. Je vous donne l'exemple très, très pratique des vacataires qui font la cantine le midi, qui, la plupart du temps, dans les couloirs, se mettent à crier en disant « Arrêtez de courir, ne criez pas, ne courez pas ». Donc, l'enfant, il a très bien compris le sens premier, mais effectivement, il entend courir, il entend crier avec une personne qui en plus crie. Donc le message est brouillé, le message n'est pas très compréhensible, puisqu'à la fois il y a une négation et à la fois le ton de la voix ne donne pas le résultat. Si vous dites à un enfant « ne cours pas », il a bien compris ce qu'il ne fallait pas faire, mais il n'a pas le résultat de l'action qu'on attend finalement de lui. Donc on retourne cette consigne, on retourne cet énoncé ou cette phrase en essayant d'expliciter le résultat ou l'action qu'on attend réellement de lui. Dans ce cas-là, vous attendez qu'il pose ses pieds pour marcher, ou qu'il marche délicatement, ou qu'il parle doucement, ou qu'il donne ses mots avec douceur et lenteur. Donc suivant l'âge de l'enfant, on va se permettre de lui donner plus ou moins de détails. Si votre enfant a 2 ans, s'en tenir à « pose tes pieds doucement dans l'escalier » sera beaucoup plus efficace que « va doucement sinon tu vas tomber ». Parce qu'en fait, il entend le mot « tomber », il a déjà oublié le début de la phrase qui était « va doucement sinon tu vas tomber ». Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir ? Donc soyons précis, soyons très clairs sur notre consigne initiale qui était de donner à imaginer, donc dans l'esprit de l'enfant, quel est le résultat qu'on attend véritablement de lui. Ça me fait penser au petit lapin qui est dans les RER,
ou dans les métros, il y a un petit lapin qui dit ne laisse pas tes doigts dans la porte, sinon tu vas te faire pincer très fort. Donc double négation, ne laisse pas tes doigts, et sinon tu vas te faire pincer très fort. Donc pour un enfant qui lirait ça, c'est quand même moins explicite que si on lui dit enlève tes doigts ou mets tes doigts loin de la porte pour que tes doigts restent en bonne santé, ou pour que tes doigts ne soient pas blessés, pour que tes doigts restent en forme. Donc suivant ses habitudes de langage, suivant ce que vous avez l'habitude de lui dire, vous tournerez la phrase en fonction de ses connaissances à lui et de son bagage culturel ou langagier. C'est vraiment quelque chose qu'on comprend facilement, mais qui est très difficile à mettre en place, même après 20 ans d'école. Des fois, je m'entends parler en classe et je me dis « Ah, j'ai encore utilisé une forme négative, ça aurait pu être plus clair. » Donc, c'est pas la peine de se fustiger en se disant « J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux faire. » Mais vous voyez un peu l'idée que quand on donne une consigne à nos enfants ou à nos élèves, à tout moment, on peut essayer de clarifier cette consigne et de la tourner en énoncé positif. Donc, vous allez, au fil du temps, essayer de voir quelle consigne fonctionne bien pour votre enfant, quelle consigne fonctionne mieux dans votre classe ou pas. Et à chaque fois que vous vous entendez dire un énoncé ambigu, un énoncé qui serait avec « ne pas », essayez de voir s'il y a un équivalent dans la forme positive, dans la forme affirmative. Cette info « ne pas », elle n'est pas traitée tout de suite par le cerveau en pleine maturation, qui n'est pas encore aboutie. Donc, elle pourrait aboutir à un contresens. Vraiment, le tout petit enfant, quand vous lui dites « ne cours pas » ou « ne crie pas », il entend le mot « courir » et il entend le mot « crier ». Donc, à un moment donné, c'est presque difficile pour lui de ne pas courir ou de ne pas crier, puisqu'il a entendu le mot « courir » et « crier ». Bon, je pense que vous avez bien compris l'idée générale. Ça devient un outil après, quand on y réfléchit, vraiment pour avoir une communication beaucoup plus fluide, pour soulager un petit peu la surchauffe du cerveau et pour aller à l'essentiel. Si vous voulez gagner du temps dans la rue ou quand il y a du monde, plus la consigne sera tournée positivement et explicite, plus l'enfant a des chances de vous comprendre, d'entendre le même message que vous avez voulu lui envoyer et lui donner, et de ne pas faire complètement l'inverse. C'est parfois compliqué entre ce qu'on veut envoyer comme message, la forme qu'on choisit d'envoyer pour ce message et ce que l'enfant reçoit ou veut entendre. On a au moins 14 possibilités de mal se comprendre. C'est un peu pareil dans le couple d'ailleurs. Selon la formulation qu'on utilise, l'autre ne comprend pas toujours ce qu'on voulait explicitement. Donc si je résume un petit peu cette idée de donner plutôt les attentes de l'action plutôt que la manière d'y répondre, ça laisse aussi en quelque sorte le choix à l'enfant de faire à sa façon dans la limite de la sécurité. Je reprends l'exemple de l'escalier. Quand je dis à ma petite « pose ta main sur le mur pour avoir une sécurité », c'est si je disais « ne lâche pas le mur », ce serait beaucoup plus compliqué à comprendre pour un enfant de 2 ans que « pose ta main sur le mur », comme ça tu peux te tenir, le mur est solide, le mur ne bouge pas. Donc on donne des éléments factuels qui permettent ensuite à l'enfant de se repérer sur ses actions, ses conséquences, s'il le fait, qu'est-ce qui se passe, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe, et d'affiner en fait sa démarche scientifique. On en reparlera dans d'autres épisodes bien sûr, mais là aujourd'hui je voulais vraiment essayer de donner quelques exemples précis pour que vous voyez un petit peu où je veux en venir. On peut aussi donner ce petit chapitre sur le mot stop ou le mot non, parce que souvent vous entendez dans des articles, dans des blogs, que le mot stop et le mot non freinent la compréhension de l'enfant. Donc en effet, on peut panacher peut-être les deux idées en disant si j'explique le résultat attendu, il est peut-être plus facile d'accès que de commencer la phrase par non ou par stop. Donc à vous de voir ce qui marche le mieux avec votre enfant. Et dans l'idée d'utiliser ça plutôt dans les moments faciles, pas dans les moments de danger ou dans les moments de risque, mais de l'utiliser de plus en plus en essayant de combiner les phrases que vous disiez avant avec les nouvelles reformulations. Ça mettra un petit peu de temps.
Je vous dis, moi-même, en tant que professionnelle, j'ai encore du mal à l'exercer tous les jours dans toutes les situations, parce que des fois, on pense à une autre chose en même temps et on reprend des habitudes d'avant, de mettre des « ne cours pas »,« ne fais pas ça », ou d'oublier de ne pas utiliser cette négation. Et je repensais à ça l'autre fois quand je surlignais des notes de formation. Quand on prend des notes en formation et qu'on utilise des formules « ne pas », c'est plus difficile de surligner les passages importants parce que du coup, on se retrouve avec des « ne pas », mais on n'a pas toujours la formulation qui remplacerait ce « ne pas ». Ça veut dire qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais on n'a pas toujours non plus la solution de comment résoudre. Maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez ? Donc, donnez toujours le choix à l'enfant de trouver par lui-même soit une solution qui remplisse la consigne initiale, soit de le laisser réfléchir à quelle solution il pourrait utiliser pour répondre à notre première consigne. Donc toutes ces techniques, elles vont être réutilisables dans d'autres situations, bien sûr. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous invite à noter de temps en temps les formulations qui marchent bien pour vous, pour pouvoir les échanger entre amis, entre collègues, et au fur et à mesure, celles qui vous posent plus problème, de les noter et puis de laisser le cerveau tranquillement réfléchir à cette solution, comment tourner la consigne autrement pour que mon enfant puisse comprendre de mieux en mieux ce que j'attends réellement de lui. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. C'était l'épisode 4. Je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute, par exemple sur Apple Podcast, de lui mettre une bonne note, de le partager et puis de me rejoindre sur le site si vous voulez plus d'informations. Il y a un autotest qui est en ligne sur la parentalité, donc je vous invite à aller dans l'onglet si ça vous intéresse, toutes ces questions de parentalité. Et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.